Lorsque Léo, du haut de ses 11 ans, franchit le seuil du club des loups gris, la pièce fut saisie par un silence soudain. Son œil poché témoignait d'une violence muette, mais ses paroles résonnèrent avec une force bien plus grande. « Est-ce que vous pouvez être mon père pour une seule journée ?» Les événements qui s'ensuivirent allaient transformer son existence, et bien au-delà, celle de toute une localité. C'est le récit d'une famille que l'on se crée et des sauveurs improbables qui répondent à l'appel du désespoir. La porte massive du gîte servant de repère au loup gris s'ouvrit dans un long gémissement un mardi après-midi, déversant à l'intérieur une colonne de lumière solaire et une présence que nul n'aurait pu anticiper. Un enfant. Léo se tenait dans l'encadrement, son cartable suspendu à une épaule, ses chaussures de sport usées jusqu'à la corde et visiblement trop étroites. Les discussions s'interrompirent net. Les mouvements des joueurs de billard se figèrent. Une main se tendit et coupa le son de la radio. 12 motards, le visage tanné par les intempéries, fixèrent le jeune garçon qui venait de pénétrer dans leur univers sans y être convié. Jean, le chef du chapitre, déposa son café, ses yeux d'un bleu acier, rendus encore plus vifs par le gris de sa barbe, rivés sur le visage de l'enfant. C'est alors qu'il le remarqua. Le large hématome violacé qui cerclait l'œil gauche de Léo, si récent que des nuances de rouge vif persistaient sur ses bords. Une signature de la souffrance, fraîche et brutale. « Tu t'es égaré, petit ?» fit la voix de Stéphane depuis l'autre bout de la salle, le ton empreint d'une curiosité plus que d'une hostilité. La gorge de Léo se noua, sa pomme d'Adam tressautant. Ses doigts crispés s'enroulaient et se déroulaient autour des bretelles de son sac. Pendant une seconde, Jean s'imagina qu'il allait faire demi-tour et détaler. Mais l'enfant bomba le torse, redressa la tête avec une bravoure tremblante, et laissa échapper les mots qui allaient fendre l'armure de chaque homme dans cette pièce. « Est-ce que vous pouvez être mon père pour une seule journée ?» Le silence qui s'installa ensuite était pesant, saturé de non-dits. Chaque souvenir d'enfance douloureuse que ces hommes avaient surmonté semblait converger dans la pièce. Le regard de Jean se porta instinctivement sur Nicolas, un enfant de la DAS qui avait affronté seul le passage à l'âge adulte. Puis sur Manuel, qui n'avait jamais connu son père. Stéphane, quant à lui, porta la main à ses côtes, là où les coups de ceinture de son propre géniteur avaient laissé des marques à vie. « C'est la journée des métiers », enchaîna Léo, la voix un peu plus stable. « Vendredi prochain, à l'école du village. Tous les élèves viennent avec leurs parents pour qu'ils parlent de leur profession. » Il s'arrêta, avalant sa salive avec difficulté. « Moi, je n'ai personne. » Jean se mit debout, le cuir de son gilet produisant un craquement familier. « Et tes parents ?» interrogea-t-il, sa voix étonnamment douce pour un homme de sa stature. « Mon père, le vrai, est mort en mission en Afghanistan. Il y a 4 ans. » La voix de Léo resta ferme, mais son regard se voila. Quant au compagnon de ma mère, il marqua une pause, sa main se portant inconsciemment à sa blessure. Disons qu'il n'est pas le genre à se rendre à une journée des métiers. Manuel s'avança et s'accroupit pour être à la hauteur du garçon. Ses traits, habituellement durs, s'adoucirent. Cet œil. Qui t'a fait ça? Une chute de vélo. Raconte-moi la vérité. La détermination de Léo vola en éclats. C'est Didier, l'ami de maman. Il s'énerve quand elle travaille. Elle enchaîne les gardes à l'hôpital, elle est rarement là. Hier soir, j'ai oublié de sortir la poubelle. Sa voix se fit si basse qu'elle était à peine un souffle. Il m'a traité de bon à rien, exactement comme mon père décédé. La température ambiante sembla chuter brutalement. Les muscles de la mâchoire de Stéphane se tendirent. Les doigts de Nicolas se crispèrent sur sa bouteille de bière jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Jean sentit une colère sourde et protectrice monter en lui. « Et à l'école » reprit Jean avec précaution. « Ça se passe comment » Léo laissa échapper un rire sans aucune gaieté. « Il y a un certain Hugo. Avec sa bande, ils m'attendent à chaque récréation. Ils me surnomment l'orphelin. Me plaque contre les casiers. Me pique mon goûter. » Il fixa le sol. La semaine dernière, ils ont balancé les plaques d'identité militaire de mon père dans une poubelle. J'ai dû fouiller dans les déchets pour les récupérer. Jean se revit à son âge. La faim qui tord les entrailles, la honte qui brûle les joues, et cette solitude si profonde qu'elle vous donne l'impression de vous noyer. Le jour où il était devenu un loup gris, il s'était fait la promesse de ne plus jamais laisser un enfant ressentir une telle impuissance.
Jamais. Pourquoi nous avoir choisis? Demanda Nicolas. Pourquoi les loups gris? Parce que personne ne vous fait peur. Le regard de Léo s'était ravivé, chargé d'une lueur d'urgence. Le père de Hugo est un avocat très influent. Personne n'ose s'opposer à eux. Mais vous, son geste engloba toute l'assemblée, tout le monde vous témoigne du respect. Ou de la crainte. Je me suis dit que si vous veniez, ne serait-ce qu'une journée, on me ficherait la paix. Que j'aurais enfin quelqu'un pour me défendre. Cette dernière phrase toucha Jean en plein cœur. Les motards échangèrent un regard lourd de sens. Nul besoin de paroles, ils se comprenaient. Chacun d'eux avait été ce garçon un jour. Seul, apeuré, espérant un signe, une main tendue. La décision de Jean était prise. Vendredi, c'est ça? Léo acquiesça, un rayon d'espoir perçant les nuages de son visage. À quelle heure? 9h30, salle 204. Jean se tourna vers ses frères d'armes. Qui est disponible vendredi matin? Unanimement, toutes les mains se levèrent. Parfait. Jean reporta son attention sur Léo, et pour la première fois depuis une éternité, l'enfant offrit un sourire. Un vrai. Nous y serons. Tous. Les yeux de Léo s'arrondirent. Pour de vrai? Pour de vrai. Par contre, Léo, le ton de Jean se fit grave. Cette situation avec Didier. Ta mère, elle sait? Le sourire disparut. Elle est épuisée en permanence. Elle se tue au travail pour qu'on s'en sorte depuis le décès de papa. Je ne veux pas lui causer plus de soucis. Ce n'est pas du courage que d'encaisser les coups pour la protéger, gamin. C'est juste prolonger la souffrance. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Jean posa un genou à terre, le regardant dans les yeux. Tu viens de faire ce qu'il fallait. Tu as appelé à l'aide. Crois-moi, ça demande un courage que peu d'hommes possèdent. Il lui posa une main réconfortante sur l'épaule. On va régler ça. La journée des métiers, ce n'est que le commencement. Tandis que Léo s'en allait, son sac semblant avoir perdu de son poids, le gîte fut le théâtre de discussions animées mais discrètes. Il disposait de 4 jours. 4 jours pour montrer à un enfant terrorisé ce que signifiait avoir 32 pères qui répondent présents. Par la fenêtre, Jean observait la silhouette de Léo s'éloigner. Sa démarche avait changé. Elle était plus assurée, plus lourde. Non pas du poids du fardeau, mais de celui d'un nouvel espoir. Le vendredi matin se leva sous un ciel de plomb menaçant. Léo était réveillé depuis l'aube, l'anxiété l'empêchant de trouver le sommeil. Il avait revécu la promesse de Jean des centaines de fois, mort de peur qu'elle ne soit que du vent. Les adultes et leurs promesses non tenues, il connaissait la chanson. Il choisit avec soin sa seule chemise correcte, celle que sa mère lui avait achetée pour l'enterrement de son père. Ses doigts fébriles peinaient à passer les boutons. Dans la cuisine, sa mère l'embrassa sur le front, voyant bien qu'il n'avait rien avalé de ses céréales. C'est un grand jour, mon trésor. Oui, la journée des métiers. Elle marqua une pause. Léo, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu me libérer. On manque de personnel à l'hôpital. T'inquiète pas, maman. J'ai trouvé un plan B. Elle scruta son visage et y perçut une étincelle nouvelle, quelque chose qui ressemblait à de l'assurance. Tu es certain que ça ira? Certain. À l'école, Hugo et sa clique, Tom et Louis, l'attendaient de pied ferme près des casiers. Ils étaient plus costauds, et leur cruauté était d'autant plus blessante qu'elle était désinvolte. Tiens, voilà l'orphelin, lança Hugo avec un rictus. Alors, prêt pour ton exposé? Ah mais c'est vrai, il n'y a personne pour toi. Léo traça sa route, le regard au sol. Mon père vient avec sa Citroën DS. Et le tien, il vient avec quoi? Hugo partit d'un rire méprisant. Avec son propre corbillard. Tom projeta Léo contre les casiers. Une douleur fulgurante lui traversa l'épaule, mais il serra les dents et continua d'avancer vers la salle 204, comptant ses pas, inspirant et expirant par le nez, une technique que son père lui avait enseignée pour affronter les moments difficiles. Vers 9h15, la classe était comble. Le père de Hugo, Maître Laurent, fit son entrée en costume impeccable, distribuant les poignées de main tel un homme politique. La mère de Tom, médecin,
avait son stéthoscope autour du cou. Le père de Louis, pilote, arborait fièrement son uniforme. Assis au fond, Léo regardait l'horloge. Le temps semblait s'écouler avec une lenteur exaspérante. Chaque seconde qui passait nouait un peu plus son estomac. Il ne viendrait pas. C'était évident. Pourquoi le ferait-il pour lui? Et puis, peu après 9h30, un vrombissement se fit entendre. Lointain au début, comme un orage qui approche. Il s'intensifia, encore et encore, jusqu'à faire trembler les vitres et réduire au silence le brouhaha de la classe. Tout le monde, sans exception, se rua aux fenêtres. 32 motocyclettes pénétraient dans le parking de l'école en une formation millimétrée. Leur chrome étincelait malgré la grisaille. Leurs moteurs grondaient à l'unisson. Les loups gris étaient là. Le cœur de Léo manqua un battement. Ils étaient venus. Ils avaient tenu parole. Jean ouvrait la marche, sa moto dominant le concert mécanique, sa seule présence suffisant à imposer le respect. Ils se garèrent en un V parfait, coupèrent le contact en une seule fois et mirent pied à terre avec une discipline quasi militaire. Sur chaque dos de cuir, la tête de mort ailée, emblème du club. Sur chaque visage, les marques d'une vie vécue sans concession. Madame Dubois, l'enseignante, était pétrifiée derrière son bureau tandis que les motards prenaient place dans sa salle de classe. Ils semblaient démesurés pour cet espace confiné, leur présence était trop intense, trop authentique. Le père de Hugo fit un pas en arrière. Léo Mercier, gronda la voix de Jean. Léo se leva, les jambes flageolantes. Présent. On est là pour toi, gamin. Un murmure parcourut la classe. Le rictus de Hugo s'était effacé. Son père semblait avoir du mal à déglutir. Jean s'adressa à l'assemblée avec l'autorité naturelle d'un meneur. Bonjour. Nous sommes le club des loups gris. Léo nous a invités pour vous parler de notre métier. Alors, commençons. Il débuta par des notions de base, la mécanique des motos, l'ingénierie, les principes de la physique qui régissent l'équilibre et la puissance. Puis Stéphane prit le relais pour évoquer leurs engagements associatifs, les collectes de jouets pour les enfants hospitalisés, les levées de fonds pour les anciens combattants, l'accompagnement au tribunal des victimes de violences. La plupart des gens voient nos écussons et tirent des conclusions hâtives, dit Stéphane. Ils nous prennent pour des voyous. Mais être frères, c'est être là les uns pour les autres, surtout dans l'adversité. Ensuite, ce fut au tour d'Antoine de s'avancer. Il était plus réservé, son regard trahissait de profondes cicatrices. J'ai grandi dans une maison où les coups remplaçaient les mots d'amour, dit-il, et un silence religieux s'installa. Mon père buvait. Il était violent. Il m'a persuadé que je ne valais rien. À 13 ans, je suivais ses traces, bagarres, petits vols, et une haine profonde envers le monde entier, à commencer par moi-même. Léo voyait ses camarades, et même Hugo, boire ses paroles. Et puis j'ai croisé la route de Jean. Il m'a offert un choix, continuer ma descente aux enfers ou construire quelque chose. Ce club, c'est ma famille. Ils m'ont enseigné que la véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans la protection des plus faibles. Elle consiste à briser les cycles de la violence, pas à les perpétuer. À son bureau, Madame Dubois essuyait discrètement une larme. Manuel brandit une photo. Lui, c'est Nicolas à 15 ans, il vivait dans la rue. Lui, c'est Stéphane, de retour d'Irak après 3 déploiements, sans personne pour l'accueillir. Et lui, c'est Jean, le jour où sa fille lui a dit qu'elle était fière de lui. Son regard se posa sur Léo. On n'est pas des saints. On a tous nos failles. Mais chaque jour, on s'efforce d'être meilleur que ceux qui nous ont abîmés. Jean se tourna vers Léo. Tu nous as demandé d'être ton père pour une journée. Mais il y a un truc, gamin. Une vraie famille, ça n'a pas d'horaire de bureau. Désormais, tu es des nôtres. La classe entière applaudit à tout rompre. Tom applaudissait. Louis était bouche bée. Hugo restait assis, immobile, le visage traversé par une myriade d'émotions contradictoires. Après la présentation, alors que les parents se dispersaient, Maître Laurent, le père de Hugo, s'approcha de Jean, un sourire crispé aux lèvres. Belle mise en scène. Jean le fixa sans ciller. Votre fils harcèle Léo. Cela cesse dès aujourd'hui. Le sourire de l'avocat se figea.
C'est une menace? Non, une promesse. La nuance est de taille. Dehors, tandis que les motards s'apprêtaient à repartir, Léo était submergé par une émotion si intense qu'il ne trouvait pas les mots. Jean se contenta de lui presser l'épaule. On se voit demain, gamin. On t'apprendra à faire la vidange. Au son des 32 moteurs qui s'ébranlaient, Léo, debout sur le parking, regarda sa nouvelle famille s'éloigner. Il sentit quelque chose bouger en lui, comme une serrure qui saute après des années. Le week-end qui suivit fut une parenthèse enchantée. Léo passa son samedi au gîte à s'initier à la mécanique moto. Ses mains étaient noires de graisse, mais il arborait un sourire indélébile. Jean lui montra comment vérifier le niveau d'huile. Manuel lui expliqua la différence entre divers outils. Pendant 48 heures, le fardeau qui pesait sur ses épaules depuis la mort de son père s'allégea. Mais le lundi, le réel le rattrapa violemment. Didier était tombé sur la vidéo. Un parent d'élève l'avait mise en ligne sur Facebook avec le titre « Les motards de la région créent l'événement à l'école » et elle était devenue virale. Quand Didier rentra en chancelant lundi soir, ivre et fumant de rage, il l'avait visionnée en boucle. Léo reconnut le bruit de la Renault 4 litres avant même de l'apercevoir, ce tout sautement de moteur qui lui donnait des crampes d'estomac. Il était en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine quand Didier défonça la porte. « Alors comme ça, on se prend pour une vedette ?» articula difficilement Didier. « On a sa petite bande de motards ?» La mère de Léo ne serait pas là avant 2 heures. Il chercha une échappatoire. La porte d'entrée était condamnée. La porte de derrière, accessible par la cuisine. Son téléphone portable était à l'étage. « Je t'ai parlé. » Didier se rapprocha, et Léo fut assailli par une bouffée d'odeur de bière et de fureur, le parfum familier de la violence imminente. « J'avais juste besoin de quelqu'un pour la journée des métiers. Tu m'as humilié. » Tout le bistrot se fichait de moi. Le pauvre petit Léo, sans père. La main de Didier s'abattit sur le col de la chemise de Léo, le soulevant de sa chaise. « Ta figure paternelle, elle est là. Vous n'êtes pas mon père. » Les mots sortirent d'eux-mêmes. Le visage de Didier vira au violet. Il arma son poing. Léo ferma les yeux, se préparant au choc. Le coup ne partit pas. La porte d'entrée s'ouvrit. Sans violence, simplement tournée avec une clé que Didier ignorait exister 1 heure plus tôt. Jean apparut le premier, suivi de Stéphane et Manuel. 3 autres motards bloquaient la sortie. Ils avancèrent avec une lenteur calculée, leur seule présence envahissant la petite maison de campagne. Le poing de Didier resta suspendu. « Mais qu'est-ce que... » ?»« Fichez le camp de chez moi. »« Ce n'est pas chez vous, » répliqua Jean d'un ton neutre, sortant son portable. « Le contrat de location est au nom de Valérie Mercier. Vous n'êtes qu'un occupant. » Il fit défiler quelque chose sur l'écran. « Valérie nous a confié une clé cet après-midi. » Elle se doutait que quelque chose clochait, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Didier lâcha Léo et tenta de se ruer sur Jean. Stéphane s'interposa avec le calme de celui qui a connu bien pire. « Mauvaise idée, dit-il simplement. Très mauvaise idée. » Jean s'approcha de Léo et l'inspecta. « Tout va bien ?» Léo fit oui de la tête, incapable de prononcer un mot. Manuel déposa un dossier sur la table. Le son mat résonna comme un coup de semonce. « Regardez, » ordonna-t-il à Didier. L'assurance de ce dernier s'évapora. Ses mains tremblaient en ouvrant le dossier. Il contenait des photos de Léo, couverts d'échymoses, datées sur les 6 derniers mois. Des rapports de l'infirmière scolaire sur des blessures suspectes. Une attestation de Madame Dubois sur son changement de comportement. Des copies de SMS menaçants envoyés par Didier à Valérie. « Comment vous avez ?» L'infirmière de Léo consigne tout depuis des mois, expliqua Jean. Elle montait un dossier, elle attendait le bon moment. Les collègues de Valérie à l'hôpital aussi ont remarqué ses blessures, celles que vous attribuiez à sa prétendue maladresse. Sa voix était posée, presque détachée. On a parlé à beaucoup de monde ce week-end. Vous laissez des traces, vous savez. Le visage de Didier était devenu blême. Vous n'avez pas le droit, c'est déjà fait. Stéphane brandit un autre papier. Une demande d'ordonnance restrictive. 3 témoins sont prêts à déposer. L'avocat de Valérie,
un vrai cette fois, et prêt à engager une procédure pour la protéger. Jean s'adossa au plan de travail. Voilà vos options. Il y en a 2. À vous de choisir, maintenant. Didier balaya la pièce du regard, se sentant piégé. Option 1, vous faites vos valises, vous partez ce soir, et vous ne cherchez plus jamais à contacter ni Valérie ni Léo. Vous vous volatilisez. On garde le dossier sous le coude, mais on ne s'en sert pas. Vous avez une chance de refaire votre vie. Option 2, on dépose plainte ce soir. Gendarmerie, services sociaux, tout le tout team. Valérie porte plainte pour violence conjugale, on a des preuves pour ça aussi. Demain matin, vous êtes en garde à vue, et tout le village saura quel genre d'homme vous êtes. Le visage de Jean était de marbre. Le choix vous appartient. Didier s'affaissa, toute sa hargne dissipée face aux conséquences. Il jeta un dernier regard à Léo, un éclair de ce qui aurait pu être du remords traversant ses yeux. Mais ce ne fut qu'un éclair. Il me faut 1 heure. 30 minutes, corrigea Manuel, consultant sa montre. On reste là. Moins d'une demi-heure plus tard, la Renault 4 litres de Didier démarrait, chargée à ras-bord. Les motards l'avaient observé faire ses cartons en silence, veillant à ce qu'il n'emporte rien qui ne lui appartienne pas. Une fois les feux arrière disparus au loin, Jean appela Valérie. C'est terminé. Il est parti. Léo est en sécurité. Quand Valérie rentra 40 minutes plus tard, elle trouva son fils à table, au milieu de 6 motards, partageant une pizza. Son regard alla de Léo, qu'elle examina en quête de nouvelles blessures, à Jean. Il est vraiment parti? Il ne reviendra pas. On a été très clair. Elle s'assit, et les larmes, longtemps contenues, se mirent à couler. Des larmes de soulagement, un torrent qui emportait des années de peur. Stéphane lui tendit une boîte de mouchoirs. Pourquoi? Souffla-t-elle. Pourquoi faire tout ça pour nous? Jean regarda Léo, puis Valérie. Parce qu'il le fallait. Et parce que ce gamin a eu le cran de demander de l'aide. Cette nuit-là, après que les motards furent partis, Léo, dans son lit, contemplait le plafond. La maison lui semblait différente, plus grande, plus aérée. L'air y circulait librement, là où régnait auparavant une atmosphère étouffante. Son téléphone émit un bip. Un message de Jean, passe une bonne nuit, gamin. On n'est pas loin. Pour la première fois depuis des années, Léo dormit d'un sommeil profond et réparateur. Dans les semaines qui suivirent, le gîte devint le refuge de Léo. Il y passait ses après-midi à faire ses devoirs sur un coin du bar, au son des outils et des moteurs. Ses résultats scolaires s'envolèrent. Les marques sur son corps disparurent. Sa mère retrouva le sourire. Mais Jean avait remarqué autre chose. Hugo avait cessé de s'en prendre à Léo. Plus un mot, plus un geste. Cependant, le garçon semblait aller plus mal. Il était devenu silencieux, replié sur lui-même, et arborait des cernes que Jean connaissait bien. Stéphane, dit Jean un jeudi, ce gamin, Hugo, il y a un problème. L'ex-harceleur. Je veux savoir quoi. Stéphane activa son réseau. Dès le vendredi, ils avaient la réponse. La mère de Hugo était morte d'un cancer foudroyant quelques années plus tôt. Son père, l'avocat Philippe Laurent, noyait son chagrin dans l'alcool depuis. Il se tuait au travail ou passait ses soirées seul dans son bureau avec une bouteille de whisky. Hugo grandissait seul. Le gamin compense sa solitude par l'agressivité, conclut Stéphane. Son père est là physiquement, mais il est aux abonnés absents sur le plan émotionnel. J'en réfléchis. Donc Hugo est un bourreau parce qu'il est lui-même maltraité, non par des coups mais par le vide. On va arranger ça. Nicolas, qui polissait un chrome, leva la tête. Il a fait vivre un enfer à Léo. Léo avait Didier. Hugo, lui, a le fantôme de son père. Jean se leva. On brise les cycles. C'est notre mission. Le lendemain, Jean et Stéphane débarquèrent à l'improviste au cabinet de Maître Laurent. L'avocat releva la tête, agacé. Votre fils est en train de couler, attaqua Jean sans préambule. Et vous êtes trop saoul pour vous en rendre compte. Mon fils va parfaitement bien. Quand avez-vous partagé un repas avec lui pour la dernière fois? En étant sobre. Le silence de Laurent fut éloquent.
Quand lui avez-vous demandé comment s'était passée sa journée? Quand l'avez-vous regardé sans voir le reflet de votre épouse décédée? Sortez. On sait pour la boisson, Philippe. On n'est pas là pour vous juger. On est là parce qu'on est passé par là. On sait ce que c'est que d'être perdu, de se noyer. La voix de Stéphane était empreinte de compassion. La douleur est parfois si forte qu'on cherche à l'anesthésier pour survivre. Laurent s'affaissa sur sa chaise, comme si ses jambes ne le portaient plus. Je ne sais pas comment être un père sans elle. Jean s'assit en face de lui. Ma fille avait 7 ans quand sa mère nous a quittés. Je faisais partie du club, et je me noyais dans l'alcool, comme vous. Un soir, en rentrant, je l'ai trouvée en train de se préparer à manger toute seule. Une gamine de 7 ans. Sa voix se brisa. Ça a été mon électrochoc. Il n'est pas trop tard pour vous. Stéphane posa une carte de visite sur le bureau. Groupe de soutien aux anciens combattants. Le mardi et le jeudi soir. Vous avez fait votre service, non? Laurent, surpris, acquiesça. Comme la plupart d'entre nous. Ils comprendront. Stéphane insista. Votre fils a besoin de vous. Le vrai vous. La main de Laurent tremblait en saisissant la carte. Et si j'essaie, on s'occupera de Hugo. On a un programme de mentorat pour les jeunes, dit Jean en se levant. Mais ça ne marchera que si vous êtes tous les deux partants. Quelques jours plus tard, Laurent assistait à sa première réunion. Il pleura à 2 reprises et fut sur le point de partir 3 fois. Mais Jean resta à ses côtés. Convaincre Hugo fut plus ardu. Quand Manuel l'aborda à la sortie de l'école, il se braqua. Je n'irai pas à votre programme débile. C'est un atelier avec une douzaine de jeunes de ton âge. On répare des motos, on apprend à travailler le bois, on discute. Et Léo en fait partie. Hugo s'arrêta net. Léo y va? Une fois par semaine. Il se fabrique une bibliothèque. Hugo regarda ailleurs, la mâchoire serrée. J'ai été un monstre avec lui. C'est vrai. Alors va lui demander toi-même pourquoi il accepterait que tu viennes. L'explication eut lieu au gîte le samedi suivant. Léo était en train de poncer une planche quand Hugo, accompagné de Manuel, entra dans l'atelier. Un silence se fit. Léo se releva. Les 2 garçons se firent face. Je suis désolé, dit Hugo d'une voix étranglée. Pour tout. Ce que j'ai dit sur ton père, les casiers, ces plaques. J'étais mal dans ma peau et je m'en suis pris à toi. Léo le dévisagea un instant. Jean lui avait appris une chose, la haine est un fardeau bien plus lourd que le pardon. Ta mère est morte, n'est-ce pas? Hugo opina. C'est dur. Mon père aussi est mort. Léo posa son papier de verre. Tu veux me donner un coup de main pour finir cette étagère? Je galère avec les angles. Les yeux de Hugo s'écarquillèrent. Vraiment? Comme dit Jean, il vaut mieux construire que détruire. On peut commencer maintenant. Les années s'écoulèrent. Léo grandit, gagna en assurance. Hugo devint son plus proche ami. Tous deux étaient des piliers du gîte. Philippe Laurent, devenu sobre, entraînait l'équipe du club de foot local. Valérie Mercier devint infirmière diplômée. Le jour de la remise des diplômes, le soleil était éclatant. Léo, sur l'estrade, prononçait son discours. Au 3e rang, sa mère pleurait de joie. Et au fond de la salle, adossé au mur, 32 motards en gilet de cuir écoutaient. On dit que la famille, c'est le sang, commença Léo. J'ai appris que c'est bien plus que ça. La famille, ce sont ceux qui sont là quand tout s'effondre. Son regard croisa celui de Jean. La famille, c'est une bande de motards qui a répondu à l'appel au secours d'un enfant et qui est resté bien au-delà du nécessaire. Ils m'ont appris que la force, ce n'est pas d'intimider, mais de protéger. Que les vrais hommes sont ceux qui élèvent les autres, pas ceux qui les rabaissent. Hugo, assis à côté de son père, s'essuya les yeux. Philippe Laurent, sobre depuis 5 ans, posa une main sur l'épaule de son fils. Ils étaient venus ensemble, parlant de l'avenir. Des moments simples qu'il avait cru perdus à jamais. Alors, à vous tous, je dis, trouvez votre famille. Soyez la famille de quelqu'un. Soyez présents.
C'est tout ce qui compte. Après la cérémonie, j'en remis à Léo un gilet de cuir. Sur l'écusson dorsal était brodé « Frère d'honneur, famille à jamais ». Tu l'as bien mérité, dit Jean. Léo l'enfila sous les acclamations des motards. Sa mère l'étreignit. Ton père serait si fier, murmura-t-elle. Lequel? Répondit Léo, un sourire fendant son visage baigné de larmes. Elle rit. Tous. Léo avait trouvé sa famille là où il l'attendait le moins. Et ces motards avaient prouvé que la véritable force est de savoir protéger, et non de blesser. Et vous, que feriez-vous si un enfant vous demandait de l'aide? Dites-le nous en commentaire. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous, car chez Embrasser le voyage, nous pensons que chacun a droit à quelqu'un qui répond présent. À bientôt pour une nouvelle histoire.